Bonjour à tous. Nous sommes ici dans la coalition internationale pour la paix. Je veux remercier tout le monde pour leur participation à cette rencontre à travers le monde, notamment si vous êtes nouveau dans cette rencontre. C'est la 95e rencontre consécutive de cette coalition pour la paix. N'hésitez pas à vous présenter quand vous parlerez, si vous pourrez parler dans la deuxième partie de cette rencontre en levant la main. Je suis Anastasia Battle, co-modératrice avec Denis Moll et Denis Speed. Nous avons créé ce forum pour mettre ensemble des gens du monde entier, de différents horizons, euh, pour que tout le monde puisse travailler ensemble pour la paix, alors que parfois des gens qui auraient dû travailler ensemble se sont même battus les uns contre les autres. Et donc, il faut vraiment travailler, tous unir nos forces. Si vous êtes pour la paix, donc vous êtes les bienvenus ici. L'idée, c'est de coordonner les différentes activités des uns et des autres, les différentes mobilisations des uns et des autres au niveau international. Nous allons commencer par Helga Zepp-Larouche, qui est la présidente de l'Institut Schiller et initiatrice de cette coalition internationale pour la paix. Bonjour à tous. La situation stratégique mondiale est très perturbante pour la plupart des gens, car pratiquement tous les jours, il y a des changements majeurs qui arrivent et les gens écarquillent les yeux et voient, ils disent, mais le monde va dans tous les sens, comment comprendre ce qui se passe? Et je pense donc qu'il est important de, de mettre les priorités, de chercher quelles sont les priorités, les événements prioritaires, et dont tout le reste suit un peu, on pourrait dire. Et le monde aujourd'hui et, quelque chose de caractéristique dans le monde d'aujourd'hui, c'est notamment ce qui a eu lieu avec les changements après l'arrivée du président Trump à la Maison-Blanche et sa volonté de normaliser les relations avec la Russie. Ça a été quelque chose de fondamental. Et donc, il y a d'autres qui voulaient contenir la Russie et d'autres nations, faire en sorte que le monde unipolaire dirigé par les Occidentaux continue à diriger le monde seul. Et alors, actuellement, il, il y a eu des évolutions. Il y a en tout cas un effort clair pour faire un piège euh, face au projet, pour empêcher les projets du président Trump de normaliser les relations avec la Russie et de résoudre la guerre en Ukraine. Pourquoi est-ce que je dis cela? Eh bien, il y a à Washington, il y a vraiment de plus en plus de chahuts, de discussions sur il y a de plus en plus de choses qui sont dites sur la volonté de faire une frappe contre l'Iran. Et il y a eu des demandes pour que l'Iran abandonne complètement son programme nucléaire et même le programme nucléaire civil. Sinon, ils feraient face aux conséquences. Et ça, c'est quelqu'un, je n'ai pas bien compris si c'est quelqu'un du gouvernement. Et Netanyahou a dit qu'il serait possible de, 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 de mettre fin aux capacités de l'Iran nucléaire et sur le modèle du démantèlement, dit-il, du Hezbollah, comment il a été affaibli ou comment le gouvernement Assad a été remplacé très rapidement en Syrie et d'avoir un changement de régime en Iran pour avoir un régime qui serait plus amical aux États-Unis et à l'Occident en général. Et bien sûr, cela serait une catastrophe, car cela causerait un chaos complet dans toute l'Asie du Sud-Ouest. Ça augmenterait les prix du pétrole, tous les prix de 7, 8, 10 dollars par baril. Cela pourrait pousser à un effondrement financier complet et de cette façon créer une instabilité qui ruinerait
alors tous les efforts qui sont menés par le président Trump pour renforcer les relations avec la Russie et avec Poutine. Et c'est l'objectif réel de cette opération. Il y a des signes très inquiétants et il y a un porte-avions US Carl Vinson qui est en direction vers la région, deux autres qui sont en train de se préparer pour être mis en mode opérationnel. Il n'a pas été dit encore où ils iraient. Et il y a actuellement un signe clair que cela serait en préparation. Notamment, l'ancien congressiste Kucinich a envoyé une lettre au président Trump avertissant que cela, c'est exactement ce qui se passerait. Et on ne peut pas regarder cela séparément des efforts des Européens de saboter les discussions à Riyad, entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, qui vont lentement, mais il y a des progrès qui ont été faits. Et parce que le président Macron a appelé à une réunion de la coalition des volontaires qui a eu lieu il y a 2 jours à Paris avec Claire Starmer et Zelensky qui étaient là-bas et 30 pays au total. Le résultat de cela, ça a été que la coalition des volontaires veut maintenant ne veut plus envoyer des troupes françaises et britanniques à la frontière de la Russie, mais une force de réassurance, disent-ils, en Ukraine. C'est assez ridicule, comme cela a été rapporté, les services comme Reuters occidentaux. L'armée britannique est une blague, ne fonctionne pas, donc envoyer des milliers de troupes, ce n'est pas faisable, de soldats, ce n'est pas faisable. C'est vraiment une action très mauvaise, car mettre des troupes à l'intérieur de l'Ukraine, et la Russie a dit que ça serait clairement inacceptable, qu'il n'autoriserait pas des troupes de soi-disant de paix par des pays de l'OTAN, parce que c'est ce que cela serait, des pays de l'OTAN, et ils, euh, ils veulent donc ces pays-là, européens, éviter refuser de voir que l'armée ukrainienne a perdu. Le président Trump a dit clairement que la Russie ou Poutine a dit que non, Poutine a dit que la Russie est en capacité de mettre fin donc à cette guerre, à gagner cette guerre militairement si la diplomatie ne l'emporte pas. Et donc, il y a un effort historique pour remettre en accord, mettre en discussion normale les deux plus grandes puissances nucléaires du monde. Et il y a eu le ministre des Affaires étrangères Lavrov qui a dit, il a, il a dénoncé totalement le comportement des Ukrainiens. Et il est en disant, ils mentent toujours par rapport à ce qu'ils ont dit à Riyad. Ensuite, il a parlé de ces dernières actions européennes et en disant qu'ils agissent dans la tradition de Napoléon, d'Hitler, de la guerre de Crimée auparavant, et que assez, c'est assez fort c'est assez fort, oui, qu'il fasse ce parallèle entre Hitler et Napoléon. Et c'est ça qui est clairement dans l'esprit des Russes, car quand ils regardent la possibilité d'avoir des tanks européens venant à leurs frontières, cela ramène la mémoire principalement de la Grande Guerre patriotique. Et le ton est devenu assez incroyable. Et Lavrov, dans le même discours, a dit le fait que Pistorius, von der Leyen et Habeck ont dit qu'ils ne veulent pas ils ne veulent jamais réouvrir le pipeline de Nord Stream, que soit ils sont malades, soit ils sont suicidaires. C'est suicidaire pour l'économie européenne, ça c'est sûr. En tout cas, la historie de guerre en Allemagne est incroyable. La population normale à qui nous parlons beaucoup de gens tous les jours, car nous sommes des militants. La population normale est horrifiée. Ils voient que des centaines de milliards de dollars sont sortis. Pourquoi? Pour le réarmement de l'Ukraine, pour la militarisation de l'Europe, de l'Allemagne, au moment où les infrastructures s'effondrent.
Juste il y a quelques jours, ils ont fermé le pont principal dans de l'autoroute principale de Berlin, créant un chaos complet du, 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 du trafic. Et cela en prévention, donc, suite à ce qu'il y a eu un effondrement d'un pont à Dresde auparavant. Et les gens disent, mais pourquoi est-ce que nous sommes en train de nous réarmer? Tout l'argent va en plus à l'industrie militaire américaine, et ce qui énerve en plus très fortement la population parce qu'ils font face à des coupures dans tous les domaines de l'austérité. Et il y a, les Européens, les pays européens réagissent fortement contre Trump. Nous avons parlé, nous avons parlé à des gens qui sont horrifiés. Trump a promis d'arrêter ces guerres à l'étranger, et alors que pourtant il bombarde le Yémen, donc c'est l'inverse de ce qu'il avait dit. Et il y a une volonté de décapiter un peu, on pourrait dire, l'administration Trump, pas juste avec la volonté de lancer une guerre contre l'Iran, mais aussi dans la volonté d'attaquer les personnes clés que Trump a mis au bureau, a mis en poste pour attaquer le Deep State, Kash Patel, Sid Evans, Redcliffe et Tulsi Gabbard principalement. Et donc, il y a des demandes qu'il soit rendu responsable de d'avoir été trop, trop faible face à des informations fortes qu'il n'aurait pas eu, qu'il n'aurait pas réagi. L'éditeur en chef de Atlantic Magazine a, a regardé par rapport à cette opération sur le Yémen que c'est une opération typique du Deep State. Et donc, et donc ce n'est pas ces personnes-là qui ont poussé ces bombardements. Donc nous sommes dans une situation extrêmement tendue, dangereuse, et il faut connaître l'histoire, il faut connaître le rôle de l'Empire britannique et comprendre ce qui est en jeu ici. Le fait que le nouvel ordre multipolaire que Trump veut mettre de l'avant n'est pas accepté par les forces du vieux système, le système néolibéral. Et c'est pour ça qu'a lieu cette guerre. Et donc, nous devons amener une approche complètement différente. C'est l'idée que nous devons amener toute la discussion stratégique sur un niveau supérieur, amener un nouveau paradigme, une nouvelle architecture internationale de sécurité qui prenne en compte l'intérêt de tous les pays, car toutes les situations régionales, toutes les situations de crise dans le monde continueront si l'intérêt de chaque pays n'est pas respecté. Merci Elga pour cette ouverture. Et je veux souligner, quand nous parlons de l'Empire britannique, nous parlons vraiment, c'est ce que nous voulons dire, l'Empire britannique. Et de plus en plus de gens comprennent cela. Merci pour cette ouverture, Elga, cette introduction. Je voudrais maintenant avoir l'ambassadeur Hussein Mousavian, qui est l'ancien ambassadeur d'Iran en Allemagne. Merci beaucoup de nous rejoindre aujourd'hui, ambassadeur Hussein Mousavian. Merci beaucoup, Anastasia, et merci, Elga. Je voulais parler, donc Elga Zeplarouche m'a demandé de parler de la situation des relations, de la crise, des dangers de guerre contre l'Iran. Pendant les 3 derniers mois, nous avons fait face à différents Trump, et le Trump déjà avant les élections et le Trump après l'élection. Le président Trump avant l'élection a fait des déclarations positives. Il a réitéré qu'il, que son deuxième terme serait très différent que sa première présidence
Et il a dit qu'il s'intéressait à la nation iranienne, qu'il espérait que le leader suprême iranien ait du succès. Il a insisté qu'il est pour un accord pacifique avec l'Iran. Et plus important, il a dit que la seule question, c'est l'Iran ne devrait pas avoir de bombes nucléaires. C'est la seule chose qu'il aurait à dire. Et les autorités iraniennes ont répondu positivement à cela et ils ont dit qu'ils préféraient la diplomatie, qu'ils étaient prêts à discuter avec les États-Unis pour résoudre les, les mécompréhensions à propos des problèmes sur le nucléaire. Mais en pratique, nous avons un président Trump différent maintenant, après sa présidence. 2 semaines après qu'il soit arrivé à la présidence, il a signé un mémorandum pour, euh, pour remettre une pression maximum, comme il l'avait fait à l'époque dans son premier mandat. Et de façon surprenante, cela a été signé quand le Premier ministre Netanyahou lui a rendu visite à la Maison Blanche. Et le deuxième problème, c'est dans le mémorandum, il ne, il ne parle pas du nucléaire, il parle de toutes les disputes entre l'Iran et les États-Unis, comme les questions régionales, les droits humains, même la défense iranienne, les capacités militaires, etc. Et j'ai comparé les 12 points la liste de 12 points de Mike Pompeo pendant le premier terme du président Trump. Pompeo avait présenté 12 points comme étant les conditions pour négocier avec l'Iran. Je vois la même chose que ces 12 points dans le mémorandum que le président Trump a signé en 2025, cette année donc. Et ce n'est pas juste ce mémorandum, il a immédiatement imposé des nouvelles sanctions sur l'Iran, et quoi qu'il en soit, et il a envoyé une lettre au leader suprême iranien. Des sources israéliennes révèlent que c'est une lettre menaçante. Le président Trump a donné de nouvelles lignes rouges. Soit vous acceptez, soit c'est la guerre. L'autre problème, c'est les déclarations contradictoires que nous entendons des officiels autour de Trump. Steve Witkoff, le représentant de Trump pour le Moyen-Orient, a été interviewé. C'était très positif. Il a dit que nous ne sommes pas pour la guerre. Nous sommes juste c'est juste par rapport au nucléaire. Nous voulons juste nous assurer que l'Iran n'ait pas de bombes nucléaires immédiatement après le Mike Waltz, le conseiller à la sécurité, a dit l'objectif, c'est toujours le désarmement complet, le démantèlement complet militaire. Cela veut dire que l'Iran devrait démanteler tout son programme d'enrichissement, hein, ce qui est impossible avec cette politique, le président Trump, en pratique, en pratique, a montré qu'il ait pris son poste et il a dit que l'Iran a dit qu'il n'était pas d'accord pour avoir des négociations directes mais qu'il était prêt à avoir des négociations indirectes. Et par rapport à l'AIEA, il y a donc vu que les tensions et avait une escalade sur les tensions, ils ont ils ont qu'il y a une augmentation de l'enrichissement et que les spécialistes occidentaux disent que c'est suffisant pour 3 bombes, pour faire 3 bombes. Et Tulsi Gabbard, le conseiller à la sécurité nationale, a dit que la vision américaine, c'est que l'Iran ne veut pas avoir d'armes nucléaires actuellement et le guide suprême n'a pas autorisé à la fabrication de bombes nucléaires, a-t-elle dit. En décembre 2024, l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne ont informé le Conseil de sécurité des Nations Unies qu'ils autorisaient unilatéralement
un mécanisme contre, contre l'Iran. La Russie a dit que l'Union européenne n'a pas l'autorité légale pour faire cela. Et la Russie, l'Iran et la Chine ont établi un groupe de trois négociant la possibilité d'un accord nucléaire. Et dans des discours officiels, ils se sont opposés à la politique européenne et américaine sur le nucléaire iranien. Il y a 2 jours, le guide suprême euh, iranien a répondu à la lettre du président Trump. Et pour moi, il y a des points intéressants. Un, dans, la première présidence de Trump, le premier ministre japonais a été en Iran, a donné un, un message, avait fait des discussions. C'est l'époque où il y avait l'assassinat de Soleimani. Aujourd'hui, Abdullah Khamenei a répondu alors qu'à l'époque, il ne voulait pas répondre. Et donc, c'est positif qu'il ait répondu à la lettre. Et le, la présidente, la lettre de Trump a été délivrée par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et l'Iran a renvoyé sa réponse à travers les, les, les États, les États, les Émirats arabes unis. Et donc montrant qu'il n'aime pas que Abu Dhabi soit lié, soit l'intermédiaire dans les relations Iran-États-Unis. Donc, l'Iran a dit qu'ils ne sont pas prêts des négociations directes et qu'ils n'acceptent pas les menaces, mais qu'ils sont prêts à des discussions indirectes et que s'il y a un progrès, ils iront vers des négociations directes. S'il n'y a pas de progrès, il n'y a pas nécessité d'avoir des discussions directes. Et aussi, autant que je le comprenne, l'Iran a répondu positivement à tous les points positifs de la lettre du président Trump et ils ont fait des propositions et ils ont répondu à toutes les menaces, par contre, du président Trump. Et, et beaucoup de gens demandent, est-ce qu'il va y avoir des négociations indirectes avec un médiateur? Je pense que l'Oman et la Russie, ils ont plus de chances de pouvoir être médiateurs. À propos de la possibilité de guerre, Elga a mentionné certains points. Je ne veux pas aller dans les détails. La première chose, c'est que nous avons noté que les va-t-en-guerre sont de nouveau actifs. Le Premier ministre Netanyahou, il fait tout ce qu'il peut en son pouvoir pour utiliser les erreurs de Trump pour mettre les États-Unis vers une guerre contre l'Iran. Les voix néoconservatrices poussent pour, euh, pour une guerre, appellent à une guerre contre l'Iran, ce qui avait poussé à la guerre contre l'Irak. Beaucoup de fondations pour la démocratie, la Fondation pour le Moyen-Orient, ils promeuvent la guerre contre l'Iran, disant que il- qu'il n'y aura jamais eu de meilleur moment qu'aujourd'hui pour attaquer l'Iran parce que l'Iran aujourd'hui est faible. Et le président Trump, en tout cas, et Abdullah Khamenei ont dit publiquement qu'ils sont contre la guerre. C'est bon que les deux leaders disent qu'ils s'opposent à la guerre, mais le problème que nous avons, c'est que l'administration Trump n'est pas unie. Et il y a des disputes au sein de cette administration, ceux qui veulent la guerre, ceux qui veulent la diplomatie. Les pays arabes, la Russie, la Chine, la communauté internationale, la plupart des pays dans le monde sont contre la guerre, mais avec l'autre chose dont je vais parler maintenant, il y a une possibilité de conflit militaire entre l'Iran et les États-Unis. Premièrement, la nouvelle vague d'attaques régionales
le président Trump a lancé une opération extensive contre les Houthis et ont déclaré que l'Iran serait vu comme responsable de toutes les attaques menées par les Houthis contre des installations américaines ou de l'OTAN. Et ensuite, Netanyahou a violé le cessez-le-feu de Gaza, l'accord qui avait été fait. Il a relancé des attaques militaires contre les Palestiniens. Des centaines de personnes ont été tuées pendant les dernières semaines. Et en même temps, le Premier ministre Netanyahou a lancé une frappe militaire sur le Liban et la Syrie. Et il attaque donc sur différents fronts. Et puis il y a le Yémen aussi, donc trois fronts. Trump a donné à Netanyahou des armes que l'ancienne administration américaine avait refusé de lui livrer pour 4 milliards de dollars. Une assistance de 4 milliards de dollars a été décidée, ce qui inclut des, des, énormément d'armes, des armes qui peuvent frapper des sites protégés par des bunkers en sous-sol. Et donc ils disent que cela sera donc pour justement l'Iran. Les, le USS Carl Vinson, le porte-avions, est en train d'aller vers l'Asie du Sud-Ouest et nous avons vu les nouvelles. Les deux autres porte-avions sont en préparation pour être déployés. Les États-Unis ont employé 3 à 7 des bombardiers B2 pour aller dans l'océan Indien. En réponse, l'Iran a renforcé son système de défense et déployé des missiles avancés. L'Iran et la Russie et la Chine ont fait des exercices militaires conjoints dans le golfe d'Oman, montrant ainsi leur lien militaire. L'autre question, c'est qu'il y a une course entre les sanctions et la question nucléaire. Les États-Unis augmentent leurs sanctions et leurs pressions, et en retour, l'Iran augmente ses activités nucléaires et ses déploiements de missiles. La question suivante, c'est est-ce qu'il est l'ultimatum diplomatique? Trump avait donné 2 mois, un ultimatum de 2 mois à l'Iran, et la réalité de limite de temps que nous avons octobre 2025. Octobre 2025, c'est le Conseil de sécurité de l'ONU. Là, une résolution de l'ONU va arriver à son terme. Et si les Européens veulent, ils ont déjà informé le Conseil de sécurité de l'ONU qu'ils voudraient. Ils peuvent utiliser un mécanisme snapback en anglais et ils veulent, si les Européens s'ils veulent réimposer toutes les sanctions internationales sur l'Iran après la fin des accords. Et donc ça pourrait être terrible. Et j'ai expliqué dans une récente publication les facteurs que le président Trump peut utiliser pour avoir une diplomatie efficace avec l'Iran. Je vais vous partager avec vous les lignes principales. J'ai insisté dans cet article sur la nécessité du respect mutuel s'ils veulent vraiment commencer des négociations. Deuxièmement, il y a une nécessité de consistance entre les mots américains et les actions américaines. Il ne peut pas appeler en mots à la négociation et en réalité lancer des sanctions, des actions humiliantes. Et ensuite, l'accord doit être basé sur les lois internationales car les États-Unis ont montré avec le président Trump qu'ils ne respectent pas les lois internationales comme le fait comme le fait de se retirer à l'époque, dans le premier mandat de Trump, de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien.
Et donc, s'ils veulent aller de l'avant, ils doivent aller avec les critères de la loi internationale et ne pas au lieu de les contourner comme ils le font. Et donc, l'accord doit faire face aux intérêts des deux côtés, faire attention aux intérêts des deux côtés, et pas juste les intérêts américains. Il faut faire attention aux intérêts des deux, il faut s'intéresser à l'autre partie quand on négocie. Et il faut voir à quel point il faut avoir un accord qui puisse être durable, même s'il y a un accord, même s'il y a des négociations, même s'il y avait un accord entre l'Iran et les États-Unis. Et la question, c'est quelles seront les assurances que le prochain président ne supprime pas cet accord, comme le président Trump justement l'avait fait en arrivant au pouvoir au dernier mandat. Et l'autre question, c'est qu'il faut discuter de tous les sujets, mais cela ne veut pas dire que, qu'il faut avoir un accord complet. Forcément, il faut avoir un agenda direct, mais pas un objectif général, mais l'accord ne peut pas être forcément sur tous les domaines. Il faut aller de l'avant. Il faut d'abord avoir la question nucléaire et les autres choses par la suite. Il faut avoir deux listes, une liste des sujets disputés et une liste sur les questions d'intérêt. Car l'Iran ont des désaccords, beaucoup de désaccords, mais ils ont aussi des sujets où ils ont des communs, des intérêts communs. Donc, il faut avoir cette approche, voir les côtés positifs. Au moment où ils négocient sur le nucléaire, ils doivent aussi commencer à coopérer sur sur un point d'accord mutuel pour créer une confiance. C'est la meilleure façon de créer la confiance mutuelle, c'est de développer sur les sujets d'intérêt mutuel, de commencer à travailler ensemble pendant que vous continuez à négocier sur les points conflictuels. C'est ce que j'ai développé depuis longtemps, mais malheureusement, personne n'écoute. Et l'autre suggestion, c'est pour l'Iran et les États-Unis, c'est que de développer sur un projet économique, un grand projet économique, car nous avons besoin de coopération économique. Ce serait une bonne chose d'avoir une ouverture entre les deux pays. Cela permettrait de faciliter ensuite les autres sujets également. S'il y a un accord économique, alors ils ne vont pas se tuer les uns entre eux, ils ont des projets de coopération économique. Et j'ai toujours insisté sur la nécessité qu'il y ait des relations de personne à personne. Les Américains, la nation américaine et la nation iranienne ne sont pas des nations ennemies, n'ont jamais été des nations ennemies. Les peuples, en tout cas, n'ont jamais été ennemis. Les États ont des problèmes entre eux, mais les peuples n'ont pas de problème entre eux. C'est pourquoi le président Trump et l'Iran devraient ouvrir les négociations, les discussions avec des gens d'art, les gens de culture, les gens des scientifiques, euh, des, des, différents secteurs dans le dialogue entre les deux pays. Et il y a donc des disputes sur des questions régionales. Je pense que quatre principes seraient très importants à appliquer si on veut avoir un accord, un compromis régional. Un, l'Iran et les États-Unis, ils veulent respecter l'intérêt légitime de l'autre dans la région. Ils ne devraient pas se confronter sur l'intérêt de l'autre, s'attaquer sur l'intérêt de l'autre. Et deuxièmement, il y a une nécessité d'éviter le conflit militaire entre l'Iran et l'Israël. Troisièmement, devons avoir une situation à deux États entre Israël et Palestine. Et finalement, enfin, nous devons avoir une nouvelle structure entre l'Iran et les pays arabes dans la région. Il faut avoir un nouveau système de coopération pour, comme la coopération européenne, comme l'Union européenne, qui a fonctionné très efficacement dans les 50 dernières années. Et cette initiative, je pense que c'est la meilleure façon de mettre fin à aux disputes de décennies qui ont eu lieu entre les pays arabes et la Perse. Donc, merci beaucoup, c'est très bon
ce que vous avez dit. Merci pour l'expertise ce que vous amenez sur ces relations de personne à personne que vous avez développées. J'ai très apprécié ce que vous avez pu dire. Merci, ambassadeur, d'avoir pu développer cela. J'aimerais amener quelqu'un d'autre dans la discussion. C'est le colonel Alain Corvez. Elle s'excuse si elle prononce mal, pour son français qui n'est pas très bon. C'est un consultant en affaires internationales et il a été conseiller donc au ministère français. Il a été plusieurs fois à la coalition pour la paix. Merci beaucoup. Vous m'entendez là? Bon. Merci de votre invitation à prendre la parole. Ce qu'ont dit Elgaz Rouge d'abord, les autres intervenants et notamment son Excellence l'ancien ambassadeur d'Iran ont apporté un éclairage très intéressant. Je pense, moi, que ça fait plusieurs mois, et disons depuis novembre 2024, c'est-à-dire après l'élection du président Trump, avant qu'il ne soit intronisé, mais à partir du mois de novembre, donc, on a commencé à voir circuler des campagnes dans la presse et s'appuyant sur des déclarations officielles de certains responsables ou qui seraient annoncés comme futurs responsables, menaçant l'Iran, disant que nous allions empêcher l'Iran d'avoir la bombe nucléaire et de faire des pressions maximum sur l'Iran et éventuellement, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de faire des pressions par des campagnes importantes sur la population iranienne pour qu'elle renverse son gouvernement. Donc, nous sommes habitués désormais à ce genre de propagande où l'on dit demain ou dans une semaine, les États-Unis avec Israël vont attaquer l'Iran. Mais je réponds à cela que ce ne sont que des paroles et de la propagande, car les experts stratégiques américains et même israéliens savent très bien qu'ils ne peuvent pas attaquer l'Iran. Car si l'Iran n'a pas la bombe atomique et n'en veut pas, puisque c'est la doctrine officielle du gouvernement de l'Iran, il ne veut pas de la bombe atomique. En revanche, il a développé son industrie militaire et notamment ses possibilités aérospatiales et balistiques qui font qu'il est désormais un pays en tête dans la balistique. Le 1er octobre 2024, ça a été une démonstration évidente par les frappes que l'Iran a faites en plusieurs endroits en Israël, qui n'ont tué personne, mais qui ont détruit des installations militaires israéliennes. Tout le monde a vu, et tous les experts ont vu, que le dôme de fer a été complètement percé par ces frappes et qu'elles ont atteint les objectifs qu'on leur avait fixés. Et donc, par cette puissance et cette précision, l'Iran a montré qu'en matière balistique, il avait dépassé peut-être même les autres puissances de la région et peut-être même les États-Unis d'Amérique, voire Israël, dans le domaine balistique. L'Iran a donc désormais une capacité balistique qui dissuade les autres pays et ses ennemis principaux, Israël et les États-Unis d'Amérique, de le frapper de peur de recevoir en représailles des destructions qui seraient absolument intolérables à la fois pour les États-Unis et pour Israël. Avec la précision des frappes du 1er octobre 2024,
l'Iran a montré qu'il pouvait détruire Israël, ou du moins des installations très importantes d'Israël, et qu'il pouvait tirer sur les nombreuses bases américaines qui sont au Moyen-Orient. Donc, je suis convaincu que tout ce que nous voyons comme menace, et même du président Trump lui-même, qui a dit si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous demande, on va frapper et très rapidement. Tout ça est de la propagande, car l'Iran est actuellement en mesure de dissuader les autres, les puissances ennemies de l'attaquer, non pas avec une bombe nucléaire, mais avec une puissance balistique incomparable. Ensuite, il faut comprendre que le président Trump est en train de lutter à l'intérieur des États-Unis contre l'État profond et qu'il a eu besoin pour se faire élire, bien sûr, de l'assentiment des citoyens américains qui ont compris que l'administration précédente les avait trompés en leur disant des mensonges. Et donc, ils ont voté massivement pour le président Trump parce qu'il tenait un langage de vérité. Mais pour atteindre cet objectif d'être réélu, en 2024, donc, le président Trump avait besoin du soutien des réseaux sionistes qui sont très puissants aux États-Unis. Certains vont même jusqu'à dire que ce sont les sionistes qui dirigent la politique américaine. Et c'est ce que je pense le président Trump sait. Il avait donc besoin de les amadouer, ces réseaux, et de les mettre de son côté pour être élu d'une part, et ensuite pour installer la paix en Ukraine comme il l'a décidé et qu'il a commencé à le faire. Mais il a montré que vis-à-vis de la Palestine, vis-à-vis d'Israël, il est devenu encore plus soutien d'Israël et en laissant Israël continuer ses frappes sur la Palestine de façon inadmissible. Ceci est le résultat des forces internes qui s'affrontent aux États-Unis. Et je pense que la fuite qui a eu lieu du réseau The Atlantic aux États-Unis par le journaliste Jeffrey Goldberg, je crois, cette fuite était voulue. Parce qu'on voit bien dans les conversations de ce comité de sécurité qui s'était réuni et qui parlait des frappes sur le Yémen, on voit bien qu'il y a un désaccord entre le vice-président J.D. Vance et les autres intervenants. Tulsi Gabbard n'intervient presque pas. Donc, on ne peut pas savoir si elle est vraiment favorable à ces frappes ou pas. Mais il apparaît qu'il y a des dissensions au sein de ce comité de sécurité des plus grands responsables de la sécurité des États-Unis. Donc, je pense que cette fuite a été provoquée, a été voulue pour essayer d'attaquer le président Trump. Bon, c'est une hypothèse, je n'ai pas de preuves là-dessus, mais compte tenu de mes analyses depuis longtemps de la géostratégie et notamment de la géopolitique américaine, je pense que ça a été voulu. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que le président Trump n'est pas encore libre de mener complètement la politique qu'il veut mener. Il avait dit qu'il arrêterait les guerres, et là, il accentue certaines guerres, notamment sur le Yémen et en Palestine. C'est donc en opposition avec ses déclarations pendant sa campagne. Je crois, en outre, que le profond mépris que le président Trump, le vice-président, il l'a montré à Munich dans un discours très important où il a dénoncé l'inconséquence des dirigeants de l'Union européenne, je pense que ça montre que les dirigeants américains ont un profond mépris pour l'Union européenne. Je dirais que je partage leur mépris parce que l'Union européenne n'est plus qu'un exécuteur de l'oligarchie financière mondiale qui les a mis en place à la tête des États européens,
mais qui ne défendent pas les intérêts des peuples de ces nations européennes. Je relie la situation en Europe à la situation au Yémen et en Palestine et en Iran, parce que tout ceci est lié. Et le fait qu'actuellement nous voyons des dirigeants européens qui refusent la paix qui va inéluctablement s'installer en Ukraine et qui s'efforcent d'empêcher un accord de paix définitif entre la Russie et les États-Unis d'Amérique concernant l'Ukraine, on voit bien que ces dirigeants ne travaillent pas pour l'intérêt du monde et pour l'intérêt de leur peuple, de leurs États, mais ils travaillent pour, s'étant aperçus, du moins, leur erreur stratégique de vouloir mener une guerre contre la Russie à travers l'Ukraine ayant échoué, et surtout cet échec étant maintenant évident et connu du monde entier, leur avenir politique est menacé directement, et c'est pour ça qu'ils font de la surenchère pour renforcer encore le pouvoir de Bruxelles, de Ursula von der Leyen, qui s'est déjà attribué des pouvoirs que normalement les traités ne lui confèrent pas. Mais il se fiche pas mal à la fois de la mort des Ukrainiens sur le terrain en Ukraine et de respecter les traités qui dirigent le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, l'Europe est en train de perdre pied complètement et elle va se voir instaurer une paix de force en Ukraine. Et donc, cette paix instaurée de force va entraîner, à mon avis, la fin de l'Union européenne, du moins dans ses structures actuelles, et la fin des carrières politiques des gens qui ont fait cette erreur stratégique de vouloir attaquer la première puissance nucléaire du monde, c'est-à-dire la Russie. Donc, pour revenir à la vision globale en intégrant l'Iran, et ça, c'est très important parce que nous avons vu qu'à Pékin, les ministres des Affaires étrangères d'Iran, de Chine et de Russie étaient réunis pour signer un pacte, non pas d'assistance complète, parce qu'il n'est pas dit dans le pacte stratégique qu'ils ont signé, un pacte stratégique et commercial. Et dans la partie stratégique, il n'est pas dit que les trois pays signataires, porteront assistance à à l'un des pays si jamais il était attaqué par des forces hostiles. Mais il est dit néanmoins qu'ils n'aideront pas le pays agresseur et qu'une aide, non pas militaire, mais une aide de soutien serait accordée. Donc ça, c'était un point très important, ce qui veut dire que si l'Iran était attaqué, la Russie et la Chine se trouveraient dans l'obligation, pour respecter ce pacte, et ce sont des pays qui respectent leur signature en général, à l'inverse des États-Unis, seraient obligés de respecter leur signature. Et par ailleurs, ces trois pays ont organisé des manœuvres navales dans le golfe d'Oman, au nord-ouest de l'océan Indien, indiquant très clairement, c'était simultané. Il y a eu un jour de décalage, je crois, entre la signature à Pékin et puis ces manœuvres navales qui se sont déroulées dans le golfe d'Oman. Il y a là un signe très clair. Il faut lire ces signes qui voulaient dire ça, c'est le fait que l'Iran n'est pas seul et que la Chine, comme la Russie, soutiendront l'Iran si jamais il était attaqué. Donc c'est pour ça que je pense à Washington, il y a quand même des gens qui sont intelligents, qui ont compris ce que je viens de dire et qui savent très bien qu'on ne peut pas attaquer l'Iran comme le président Trump le laisse entendre de temps en temps ou à un autre moment un autre responsable. Donc, je crois, puisque nous sommes dans une conférence, comme l'a dit Elga Zep-Larouche, une conférence pour la paix dans le monde, il faut comprendre que la plupart des pays du monde veulent la paix, mais que jusqu'à présent,
une propagande éhontée, soutenue par la finance mondiale internationale, essentiellement basée à la City de Londres, car tout à l'heure, l'Empire britannique a été évoqué, mais effectivement, la Grande-Bretagne n'a plus la puissance qu'elle avait autrefois. Son empire est perdu pratiquement maintenant, mais elle a gardé cette puissance de l'argent et c'est avec cet argent que la propagande peut continuer à se faire. On le voit bien en France et dans tous les pays européens. Tous les médias sont entre les mains de cette finance internationale et sortent des articles uniquement dans le sens de faire la guerre, continuer la guerre en Ukraine et attaquer l'Iran parce que l'Iran est un faiseur un trouble fait. C'est absolument faux. Il faut pas laisser ces journaux répandre ces idées-là. Et c'est notre devoir, nous tous, de dire que il faut absolument revenir aux réalités géopolitiques. Et les réalités géopolitiques sont que les peuples ne veulent pas de la guerre, ils veulent que leur gouvernement change de politique et travaille pour amener résoudre les différends qu'il y a inévitablement entre les États, mais les résoudre par la diplomatie et non pas par des guerres. Thank you so much. Thank you so much, Colonel Corvez. I think that was incredibly clear what you went through. And I personally very much appreciate you going through what really is controlling this process, which is a Merci financial beaucoup, colonel Covès. C'est très important et très intéressant ce que vous avez expliqué. Sinon, sans comprendre cela, on ne voit pas pourquoi ces dirigeants veulent absolument faire persister la guerre. C'est très clair dans ce que vous nous avez expliqué. Merci beaucoup, monsieur le colonel Covès. Next, I'd like to go to, we're going to come into a report actually from Maintenant, nous allons passer à un rapport de la part de Caroline Dominguez Institute in Mexico. de l'Institut Schiller au Mexique, qui a été très active, qui a eu une réunion récemment avec 140 personnes de jeunes étudiants sur l'économie. Alors, Carolina, allez-y. Vous m'entendez? Ok, ok. Sí, hola, yo soy Carolina del Instituto Je Schiller. suis Carolina Esta semana tuvimos de algunas l'Institut actividades Schiller au con Mexique. jóvenes estudiantes Cette semaine, nous avons eu en ellas plusieurs conférences et réunions avec des jeunes et je peux vous dire qu'à l'Institut Schiller, nous avons euh, hablando con los beaucoup jóvenes d'activités auprès des jeunes et dans les universités como es el único pilar de au nuestra sujet de la institución, situation internationale. representan el trabajo Ce de n'est pas la seule chose que nous faisons, mais cela représente notre effort pour prendre les idées qui sont discutées ici à la coordinar Coalition internationale pour la los paix, jóvenes les apporter aux jeunes. reuniones de la Nous avons eu 3 conférences avec des professeurs, interesados dont certains ont participé à nos discussions à la coalition. carreras que va a Et ils veulent que leurs étudiants aient l'occasion de savoir ce qui se passe dans le monde aujourd'hui pour mieux juger de la contribution qu'ils pourront promovido por apporter plus tard au développement du monde entier. de desarrollo. Et cette perspective qui est promue par la Coalition internationale pour la paix, c'est-à-dire la nouvelle architecture de paix et de sécurité. Alors, je vais vous montrer des diapos, des présentations que nous avons faites. La première conférence, c'était, vous voyez aussi, Gracias. Esta es una conferencia
una universidad Voilà, vous en la voyez Ciudad le de México, public. en donde hubo, sí, alrededor de Le 140 public a une présentation à Mexico. de la Il y avait 140 à 150 étudiants, aunque fue aquí en México, étudiants en gestion proyecto que hemos de l'eau. discutido bastante aquí en la coalición Et ce sobre que nous avons présenté, c'était le plan Oasis que nous avons beaucoup discuté ici, muy bien recibida por los jóvenes qui est un plan de développement pour toute l'Asie du Sud-Ouest. C'était très bien reçu. Il y avait beaucoup de questions par la suite. Comment réussir en temps de guerre, comment financer les projets, quels seront les types d'emplois créés. Et hubo interés. bien que nous ne discutions pas d'un projet relatif au Mexique directement, il y avait beaucoup d'intérêt de la part des jeunes. En el chat y sobre todo lo que vimos es un interés por el Je vais aussi mettre des liens dans le chat qui montrent un peu plus sur les présentations. estamos tan jóvenes, pero los jóvenes en realidad en las universidades no Nous ne sommes pas, je ne suis pas aussi jeune que les étudiants, mais il est clair que ces jeunes ne veulent pas de la guerre et ils sont prêts à s'engager pour que la paix se réalise. Bien sûr, il y a aussi de l'apathie, la conferencia también estuvimos distribuyendo d'où l'importance de nos interventions. el proyecto del plan Oasis Nous avons distribué un tract sur le plan Oasis. Vous voyez ici que certains d'entre eux sont en train de l'étudier. Nous avons montré la vidéo préparée par l'Institut Schiller sur le plan Oasis tan importante esto porque si es qui est bien illustré. crear la paz en otras zonas, por supuesto que lo podemos también hacer en nuestro país. Et c'est important pour montrer comment apporter la paix à une région du monde, mais dont les principes s'appliquent partout. En el Instituto Tecnológico de Querétaro, Cette photo n'est pas très bien, n'est pas très bonne, mais on voit ici une autre conférence à l'université que nous avons eue. Il y avait une centaine de jeunes sur place et une cinquantaine d'autres sur Zoom. Et nous avons discuté des actions actuelles des BRICS et du Sud global, axées sur le développement commun, conjoint, qui peut se réaliser. China, Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, C'est évident dans le type de collaboration actuelle entre la Chine, le Brésil, le Pérou, etc. terminamos con una conferencia Après cette présentation, nous avons eu donc une conférence à l'Université de Mexico. C'est la plus grande université au Mexique. Il y avait 150 étudiants. del sur global. Nous avons présenté les grands projets d'infrastructure du Sud global, pas seulement sur le plan économique, mais nous avons abordé toute la perspective du futur pour les jeunes. Et on peut dire en somme que au cours de cette semaine, nous avons touché à peu près 400 jeunes pour discuter des projets de l'Institut Schiller et aussi de ceux qui sont évoqués ici à la Coalition internationale pour la paix. Et c'était important, c'était intéressant de réunir les gens pour parler d'autre chose que la guerre. Et la plupart d'entre eux n'avaient aucune idée de tout ce qui se passe dans le Sud global. Tout ce que nous avons fait n'était pas terrible en termes de réponse.
Et, Y con esto quiero et il y a des personnes qui ont demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, ça m'intéresse, mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ne s'y intéressent pas. Comment faire pour propager cet enthousiasme pour les grands projets et pour le travail en faveur de la paix? aparente vencedor en contra de los demás, Et je crois que c'est important de faire passer le concept sino qu'il que ne faut, necesitamos que nous n'avons pas besoin de guerre où il y aura un gagnant et un perdant, mais los individuos. Y en où les jeunes doivent fonder leur identité sur seguramente les intérêts communs, sur les objectifs communs avec les autres. y quiero pedirles que podamos trabajar en conjunto para llevar este Et je propage cela surtout auprès des professeurs et de tous ceux qui travaillent directement avec les jeunes gens, avec les étudiants. Nous faisons cela en Équateur, en Bolivie, en Guinée équatoriale, porque en realidad au Mexique, bien sûr, et nous pouvons le faire ailleurs aussi. somos pocos los que estamos haciendo esto, pero Nous ne sommes pas très nombreux au Mexique pour l'instant, mais si nous pouvons coordonner nos actions avec les professeurs et d'autres qui en ont les moyens ou les possibilités, nous pourrons toucher beaucoup plus de gens. conociendo estas ideas. Si es que quiero hacer un llamado porque vamos a tener el Là, cette dernière semaine, nous avons très bien réussi et il faut multiplier ces événements. Nous allons avoir cette semaine un autre appel des jeunes avec Helga Tseplarouche et au mois de mai, il y aura bien sûr la grande conférence de l'Institut Schiller où nous pouvons faire venir les gens pour cet événement. quiero dejar con esto presentando que vamos a seguir organizando estas Ce qui est dirigé sur des personnes qui veulent vraiment bâtir l'avenir. universitarios y no universitarios Je vois ceci comme un tremplin vers l'avenir, vers un avenir de développement et de croissance. Et je vous appelle à me contacter si vous pouvez me mettre en contact avec des professeurs et d'autres ailleurs dans le monde. Merci beaucoup. Carolina, for that Merci beaucoup, Carolina. a wonderful example of the type of C'est work un that excellent should be exemple recruiting du travail que nous devons tous faire pour activer les jeunes. you're having is resonating strongly. L'effet que vous avez trouve beaucoup de résonance. That there's something in the air. People can sense that D'autres jeunes me disent aussi ils sentent quand même qu'il y a un changement dans l'air, qu'il y a une nouvelle dynamique qui se développe. comments before we jump into the Quelques commentaires avant de passer à la discussion. Kirikov, Professor Cliff, Nous avons Cliff Kirakov but I want to qui est intervenu having some issues. à plusieurs conférences dans le passé. Je sais qu'il a des problèmes techniques aujourd'hui, mais je vais lui demander s'il a des commentaires. OK, super. J'ai beaucoup aimé les présentations de mes collègues sur le panel. Quelques points que j'ai notés. Sur le Yémen et sur la crise en Iran, évoquée par Helga Seplarouche, elle a parlé des questions internes au Parti républicain aux États-Unis. Je crois qu'Helga a raison. Il y a une certaine scission ou division. Il y a ceux autour de Patel, de Gabbard, de Radcliffe dans le Parti républicain, dans la communauté du renseignement, qui semble être plus ou moins en phase avec le président Trump. D'un autre côté, il y a Waltz et son adjoint. Nous venons de connaître cette discussion sur Signal
à propos des frappes contre le Yémen. La presse américaine essaye de faire porter toute la responsabilité à Hegseth, le ministre de la Défense, mais lui n'avait rien à voir en fait avec la fuite parce que c'est M. Waltz qui a coordonné la réunion et c'est son adjoint Wong qui a tout mis en place euh, pour cela et qui est responsable de l'ajout de ce journaliste du Atlantic. Je pourrais mentionner que c'est Wong qu'il a servi dans les forces de défense israéliennes aussi. Je ne sais pas s'il a une citoyenneté double, mais il a servi dans le ministère de la Défense israélien et il a écrit de nombreux articles au cours des années qui étaient délibérément trompeurs, autant pour M. Goldberg de l'Atlantique. Voilà ce que je peux dire à propos de Trump et Waltz. Il était aussi très associé à la campagne de Mitt Romney à l'époque du Parti républicain et son adjoint Wong était un, un adjoint important de tout le réseau de Romney qui faisait partie donc de la politique des néoconservateurs. Ceci avant d'être recruté par Waltz pour le Conseil de sécurité, il a travaillé pour d'autres sénateurs républicains très agressifs qui étaient favorables à une guerre contre l'Iran, contre la Chine, etc. Donc, je veux mentionner ça. C'était important qu'Elga soulève cette question sur le côté interne de la politique de Trump. Et il y a beaucoup à dire sur le personnel républicain qu'il a recruté pour sa présidence. On peut dire qu'au cours de son premier mandat, il a fait beaucoup d'erreurs dans le choix de ses conseillers et de son équipe. Et il ne connaissait vraiment pas bien le Parti républicain de l'intérieur. Donc, il était un peu naïf et il a reconnu par la suite. Mais cette fois-ci, il est plus avisé, il a beaucoup appris. Par exemple, il y a une personne en Floride qui a fait venir Waltz dans l'administration qui n'est pas vraiment en phase avec les vues de Trump. Il y a autre thèse. Il y a les dossiers sur Seth Rich. On disait que Rich, c'était un contact. Cela remonte au Russiagate et à Hillary Clinton. Et Seth Rich a été assassiné à Washington. Donc, en termes de Russiagate, les dossiers n'ont pas été divulgués et il faudrait que ces informations soient divulguées effectivement pour avoir une meilleure appréciation des alentours du Russiagate. En ce qui concerne l'engagement de Trump à la multipolarité, en tant qu'homme d'affaires, je pense qu'il aime beaucoup travailler avec les conseils d'administration des autres pays, comme M. Poutine, en bon homme d'affaires, et cela pose un problème, une menace aux néoconservateurs qui sont beaucoup plus idéologiques et qui ont des arguments idéologiques contre la Chine, contre l'Iran, etc.
les néoconservateurs, leur objectif principal, c'est de protéger et d'élargir Israël. C'est clair. Les néoconservateurs veulent s'ingérer ici pour déranger les relations entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Mais si l'Iran, la Russie et la Chine décident de travailler ensemble, les États-Unis, la Russie et la Chine, s'ils décident de travailler ensemble, ils pourront changer beaucoup de choses sur la scène internationale, notamment pour l'établissement de la paix mondiale, ce à quoi s'opposent les néoconservateurs et leur vision du sionisme qui voit un grand Israël comme objectif. Donc, la stratégie des néoconservateurs consiste à perturber, à empêcher le président Trump d'établir de bonnes relations avec la Russie et de redémarrer les relations avec la Chine. Cela peut bien sûr aussi impliquer d'autres puissances comme l'Inde pour apporter une certaine stabilité et une certaine paix au monde. Pour ce qui est du nouveau paradigme, oui, on peut dire, comme Helga l'a mentionné, ce nouveau paradigme a trait à un système international pacifique et à une coopération entre puissances, entre grandes puissances. On peut regarder dans le passé le concert des nations qui a plus ou moins maintenu la paix en Europe depuis le Congrès de Vienne jusqu'à la Première Guerre mondiale, 1914, avec quelques interruptions mineures pour la guerre de Crimée ou la guerre franco-prusse. Mais il y a une certaine paix quand même, une certaine stabilité pendant un siècle. Cela peut donc être un modèle de coopération lié à une autre idée souvent soulevée par Helga des traités de Westphalie comme modèle, ce qui demande, ce qui requiert de la diplomatie par la guerre. Parce que les Européens veulent maintenant, ils sont complètement sur la ligne de la guerre, sur la ligne belliqueuse avec Starmer, avec Macron, avec l'Allemagne, alors qu'il faut penser en termes de diplomatie. Nous avons besoin d'une renaissance diplomatique et d'une certaine manière, je crois que le président Trump veut aller dans ce sens. Alors, mais malheureusement, les bombardements du Yémen entraînent malheureusement les États-Unis vers une guerre avec l'Iran. Et les néoconservateurs, encore une fois, tentent de propulser les États-Unis dans une guerre contre l'Iran. C'est une possibilité. Et Israël, bien sûr, pourrait déclencher une telle guerre ou une telle implication américaine aussi. Donc, il pourrait déclencher une telle guerre. Je veux dire aussi que Tulsi Gabbard, il y a quelques jours, a donné l'évaluation de la communauté du renseignement selon laquelle l'Iran ne dispose pas d'un programme d'armement nucléaire en ce moment et ne dispose pas d'armes nucléaires en ce moment. C'était une déclaration publique faite par Tulsi Gabbard, la directrice de notre communauté du renseignement, qui regroupe
environ 18 agences différentes, dont la CIA. Donc, elle a beaucoup de pouvoir, en fait, parce qu'elle chapeaute l'ensemble de la communauté et elle a dit que l'Iran ne possède pas d'armes nucléaires. Alors que la communauté du renseignement depuis 2007 a systématiquement a constamment dit que l'Iran ne dispose pas d'armes nucléaires et n'a pas de programme. Maintenant, je dois partir pour un autre rendez-vous, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Cliff, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je vais revenir sur Helga pour voir si elle a des réponses à ce qu'elle a entendu jusqu'à présent. Eh bien, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je voudrais remercier Hossein Mousavian, l'ancien ambassadeur d'Iran, pour tout ce qu'il a pu amener de très intéressant, de très utile. Et je voudrais insister qu'en effet, la coopération économique entre l'Iran et les États-Unis pourrait en effet jouer un rôle positif pour bâtir la confiance entre les deux nations. Peut-être que l'Iran, à ce point-ci des choses, pourrait promouvoir le plan Oasis comme une approche complète pour toute la région. J'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Et à Carolina, je voudrais dire absolument, c'est vraiment fantastique. Il faut que vous ayez tous ces jeunes. euh, il faut qu'il y ait des jeunes comme ça dans tous les pays. Et il y a beaucoup de jeunes qui disent, oui, beaucoup de jeunes qui disent en Allemagne, ce n'est pas juste pour eux qu'il y ait cette situation de guerre. Il faut qu'il y ait un mouvement de masse de jeunes qui se battent pour la paix. Et ça serait vraiment un facteur de changement pour la situation. Et d'autres nations doivent prendre exemple de ce que vous faites. Et au colonel Corvez, Alain Corvez, je voudrais vous encourager, continuer à dire ces choses, principalement pour les peuples allemands. Ils doivent écouter les voix saines venant de France. C'est très apprécié. Et à Cliff Kirakov, je veux juste dire, je suis d'accord avec la plupart de ce que vous dites, à part le concept de l'Europe du 19e siècle, ce n'est pas quelque chose que je promouvrais, je promouvrais plutôt l'idée de Gaulle de l'Europe des pères fondateurs. Et auparavant, l'Europe était basée sur la monarchie, sur un système des avantages de caste des différents ordres. Et donc voilà, c'est juste ce que j'aurais à dire. L'ambassadeur Mousavian répond, oui, je suis d'accord avec vous, Elga Tseplarouche, le plan Oasis est quelque chose de très bon pour tous les pays du Moyen-Orient dans lequel investir, de soutenir ce projet, incluant pour l'Iran. La raison pour laquelle j'ai mentionné la coopération économique, c'est que pour le président Trump, des grands accords de coopération économique, cela a toujours été une priorité. Et pour la partie iranienne, depuis 30 ans de pression, de sanctions, ils ont des grandes capacités pour la reconstruction, pour reconstruire le pays. L'Europe et les États-Unis, ils ont des industries, des grandes capacités pour participer à cette coopération avec des coopérations économiques aussi avec l'Iran plutôt que d'avoir des confrontations mutuelles. Et je mentionne cela comme une des questions importantes pour reconstruire, rebâtir les relations entre l'Iran et l'Occident. Et le plan Oasis pourrait être l'une des choses qui soit importante pour changer la donne. Il faut soutenir cela au niveau régional, car le plan Oasis est en fait un plan régional. Beaucoup de nations peuvent être impliquées là-dedans. Merci.
beaucoup, Votre Excellence, pour votre réponse. Helga, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Sinon, nous continuons. Je voudrais faire participer un militant de la paix très connu et pianiste très connu dans la discussion. C'est Alberto Portugais. Et donc, elle s'excuse aussi si elle prononce mal le nom. Je sais que vous avez des réponses, des questions. Allez-y, c'est à vous. Alors, on ne l'entend pas. Il est sur muet actuellement. Ça ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, j'en profite pour dire, en attendant, que j'ai mis dans le chat quelques liens pour faire connaître cette coalition pour la paix, pour faire connaître le plan Oasis, pour faire connaître également un appel de l'Institut Schiller qui a été lancé pour la paix. Différents liens. Ah non, j'ai pas mis l'appel encore, mais je le mettrai dans le chat plus tard. Donc, nous attendons. Donc, il est toujours sur muet. Donc, nous allons peut-être avoir quelqu'un d'autre qui va intervenir. Donc, c'est déclaration de l'Institut Schiller. Au lieu de nous préparer pour la Grande Guerre, bâtissons une architecture de sécurité mondiale. C'était l'appel dont je parlais. Je vais le mettre dans le chat en français. Donc, vous pouvez le lire et le faire connaître. Voilà, je viens de le mettre et ça y est, on entend Alberto Portugais. Merci à tous. J'aimerais dire, je voudrais vous féliciter, féliciter le travail pour la paix qui est fait avec les jeunes. J'ai 84 ans. Alors, il y a des problèmes avec le son. Donc, on ne l'entend pas. Il dit qu'il s'est battu pour la paix depuis longtemps contre la militarisation. Les politiciens, les hommes politiques devraient combattre l'industrie militaire au lieu de la soutenir. Et donc, les politiques sont les seuls à pouvoir donner l'ordre aux armées de se battre.
Il parle de Franklin Delano Roosevelt, qui dit qu'aucune guerre dans le monde n'est un accident. Si, s'il y a une guerre, c'est que les deux parties ont voulu la guerre. Alberto, I'm very sorry. It's Donc, you can okay. face à toute cette industrie de la guerre, ils veulent créer de la guerre, ils veulent créer la guerre, et c'est pour cela. « 100% de la population ne peut pas continuer ainsi. » Merci. Donc, c'était très difficile de comprendre. Merci, Seigneur Alberto Portugues. Il y a eu des problèmes avec le son. Je voudrais m'assurer que tout le monde a compris ce que vous avez dit. Donc, je vais prendre la liberté de, de, de résumer rapidement ce que vous avez dit. Mon audio sera, je l'espère, meilleur. Ce qu'il a dit, donc, c'est que tant qu'il y a une industrie de guerre, il n'y aura pas de paix. Ce sont les politiciens qui prennent la décision de le faire, d'acheter les armes. Ce sont les gouvernements qui sont liés à cela, c'est les politiciens qui lancent les guerres, ce sont ils sont eux qui lancent les guerres, qui livrent les armes. Je n'oublie jamais ce que dit Franklin Delano Roosevelt, qu'aucune guerre n'est un accident. C'est quand ça a lieu, c'est parce que les deux parties se sont mis d'accord pour le faire, et c'est pour cela que je demande à son Excellence l'ambassadeur, c'est que si les États-Unis et l'Israël veulent lancer une guerre contre l'Iran, mais que l'Iran ne veut pas avoir cette guerre, et alors, est-ce qu'il y aura quand même une guerre? Nous devons faire la paix. Les politiciens mentent et mentent. La guerre est une industrie et qui crée des guerres partout dans le monde. Après, il a pas compris la fin. 1999, il y a eu des, 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 des avancées dans cette direction. Voilà, il espère que ça correspond à peu près à ce qu'il a dit. Donc, il essaye de parler à nouveau, mais l'audio n'est donc pas bon. Voilà. Donc, nous allons continuer. Donc, merci en tout cas pour ce que vous avez dit. Et il dit qu'il a beaucoup d'amis politiques qui disent, vous avez raison, Alberto, mais nous ne pouvons rien faire. Nous devons payer les salariés si nous ne soutenons pas ces industries militaires.
eh bien alors il y aura du chômage avec les gens qui travaillent dans le militaire. Et donc aujourd'hui, nous polluons en plus notre atmosphère, nos terres, avec toute cette industrie militaire. Nous détruisons la nature, même sans tuer les gens avec cette industrie militaire. Donc pourquoi est-ce que cette guerre est menée? On ne bâtit rien avec tout cela. C'est juste un bon business pour l'industrie militaire. Ce n'est bon pour personne d'autre. Pour l'humanité, ce n'a aucun intérêt. Nous devons vraiment atteindre, arriver à abolir le militarisme pour toujours. Et nous devons vivre dans dans un monde civilisé où il n'y a pas de guerre. Nous, nous devons donc arriver à cela. Mais là, le son redevient très mauvais. Les politiciens, les politiques doivent être inventifs. Le club, c'est un club de guerre, ces gens qui soutiennent l'industrie militaire. Il faut arrêter ces gens-là. J'ai vu les politiciens et des gens de l'industrie militaire devenir de plus en plus riches. Je veux que mes enfants jouent ensemble, que les enfants jouent ensemble au lieu de se battre les uns les autres. Merci beaucoup. Un commentaire d'Elga. Je, je vous inviterai, Alberto, que vous alliez vos forces donc aux nôtres pour dénoncer la militarisation en Europe. Von der Leyen a fait 800 milliards d'investissements. Il y a des investissements aussi massifs en Allemagne. Ce sont, il y a un parallèle historique aux bons méfaux avec lesquels Hjalmar Schacht a financé la guerre il y a 80 ans. Et le résultat, c'est donc d'aller à la guerre. Donc, unissons nos efforts. Nous préparons un dossier ou un document où nous montrons où tout cet argent va aller. Merz dit il faut avoir une révision complète de tous les programmes. Kassensturz en allemand, ça veut dire ils vont couper des secteurs sociaux, de santé, les infrastructures seront, les investissements seront réduits pour pouvoir faire ces investissements militaires. Maintenant, ils reconvertissent des usines militaires de BMD, BMW et d'autres euh, en- en- pour les reconvertir les, les machines pour, au lieu de construire des voitures, de construire des équipements militaires, des armes ou des tanks, des véhicules militaires plutôt. Et donc, en tout cas, voilà, il faudrait construire au contraire des tracteurs, des voitures, des choses utiles à la société. Wonderful. All right. Well, we're going to be moving on to the discussion period.
Nous allons maintenant passer à la période de discussion, où il va pouvoir y avoir une discussion entre les différents panélistes. Je voudrais dire à tout le monde, si vous êtes, enfin les gens qui suivent en direct, il y a des gens qui suivent en anglais en dehors de Zoom, donc il faut qu'ils participent à Zoom. Donc en étant sur Zoom ici, vous pourrez tous participer. Comme à chaque fois, donc il y a des premiers intervenants et ensuite tout le monde peut participer. Le chat va bientôt être ouvert pour que tout le monde puisse y mettre des messages.